Merci le ministre des Affaires étrangères de Maurice et je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Robert Komlan-Edo Ducé, ministre des Affaires étrangères d'intégration régionale et des Togolais à l'étranger du Togo. Madame the President of the 80th session of the United Madame la Présidente de la 80e session de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, au nom du Président du Conseil du Togo, Son Excellence Monsieur Faure Essozima Gnassingbé, au nom du gouvernement et du peuple du Togo, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à Madame Annalena Baerbock suite à son élection en tant que présidente de la 80e session de l'Assemblée générale. Face aux nombreux défis que connaît notre organisation collective, Madame la Présidente, je vous assure du plein soutien de mon pays et je suis fermement convaincu que grâce à votre rôle de chef de file et votre intelligence relationnelle, nous arriverons à bon port sous votre houlette lors de cette session. Je tiens également à rendre hommage, et c'est mérité, à votre prédécesseur, M. Philémon Yang, de sa sagesse pratique et de sa disponibilité constante, qualité dont il a fait preuve lors de la 79e session. J'ai également le grand plaisir de saluer les efforts déployés par le secrétaire général, M. Antonio Gutiérrez, concernant la revitalisation de notre institution, dont l'efficacité est menacée par le retour du multilatéralisme et de la loi du plus fort au détriment de la force de la légalité internationale. Dans un contexte international marqué par une extrême confusion, alors que tout est sans dessus-dessous, il n'est pas facile d'être le secrétaire général de l'ONU. C'est pourquoi le Togo vous assure de son plein soutien. Madame. Monsieur, comment vous parlez des affaires du monde sans parler des performances remarquables de notre pays, le Togo? Soyez rassurés, le Togo va bien et le Togo va mieux. Au bénéfice de nos populations, mon pays, le Togo, a enregistré ces dernières années des avancées significatives, largement reconnues dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le gouvernement togolais a fait de l'agenda 2030 non pas un simple cadre de référence, mais la véritable boussole des politiques publiques. Plus de 70% des cibles des ODD sont désormais intégrées dans les stratégies nationales, en particulier à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui s'articule autour de 4 piliers essentiels: le social, l'économie, l'environnement et la gouvernance. Par exemple, au titre des réformes liées à l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques et de pilotage des investissements publics, le gouvernement togolais a mené des actions remarquables que je m'amuserai à vous citer. La digitalisation et la simplification des procédures fiscales et douanières ayant accru la mobilisation des recettes fiscales de l'Office togolais des recettes, l'opérationnalisation du guichet unique de dépôt des états financiers qui permet de faire un seul dépôt d'état financier numérisé,
le renforcement du cadre juridique de la commande publique avec notamment l'adoption des lois relatives aux marchés publics et aux contrats partenariats public-privé en 2021. La possibilité au Togo de tenir des audiences en ligne, la réduction des délais des procédures et actes judiciaires, etc., etc. Nous pouvons encore vous donner d'autres exemples et de façon générale, les différentes réformes opérées par le gouvernement togolais sous le leadership du président Faure Issozimnania Singbe dans sa feuille de route 2025 ont permis la réalisation de plusieurs projets que nous pouvons vous citer. Aujourd'hui, si vous venez au Togo, 90,7% d'accessibilité géographique aux soins de santé depuis 2023, soit une augmentation de 19,3% depuis 2020. Le lancement de l'assurance maladie universelle pour 3 millions de personnes sont couvertes par cette assurance, y compris les élèves couverts par le School AMU. 86% d'accès en eau potable en 2024, soit une augmentation de 26% depuis 2020. 74,5% d'accès à l'électricité avec la réduction de la dépendance énergétique de l'extérieur, de 64% en 2020 à moins de 50% en 2025. 24,8% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2025, contre 51,1% en 2020. L'accroissement des rendements agricoles 2020-2025 de 11% à 7%, 17,32% respectivement pour les filières maïs, riz, le manioc et le soja. 4472 km de pistes rurales aménagées et 485 km de routes bitumées, construites et réhabilitées sur tout le territoire à fin décembre 2024. Nous pouvons continuer à vous citer des exemples où vous verrez qu'effectivement, le Togo va mieux. 60% aujourd'hui des côtes du Togo sont protégées contre l'érosion côtière. Mise en terre de 40 millions de plants sur 48 000 hectares de terrain. Ces différentes réalisations, dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, ont permis d'accélérer la croissance économique du Togo pour porter de 7% en 2025 en cours et de maîtriser l'inflation. À titre illustratif, le rapport 2024-2025 du Programme national du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'IDH met en évidence l'évolution du Togo sur les indicateurs relatifs aux revenus, à la scolarisation et à l'espérance de vie. Dans la zone UEMOA, le Togo fait partie des 2 seuls pays classés comme pays à développement humain moyen et occupe la 2e place du classement IDH dans la zone. Dans la zone CEDEAO, le Togo occupe la 4e place du classement IDH. Ces résultats, mesdames et messieurs, témoignent de la détermination du gouvernement togolais à conjuguer résilience économique, stabilité sociale et ambition de développement durable dans un contexte mondial marqué par de multiples défis. Madame la Présidente, mon pays se modernise et se projette avec confiance vers l'avenir. Mais les efforts ainsi consentis ne sont pas à l'abri des menaces terroristes qui pèsent sur le Sahel et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais en ce lieu solennel rendre un hommage appuyé à toutes les victimes civiles comme militaires qui ont consenti le sacrifice suprême dans ce combat difficile.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, cette année 2025, les Nations Unies ont 80 ans d'existence. Et 80 ans, c'est l'âge de la maturité et aussi du bilan. Nous devons reprendre la main sur le cours des événements pour les orienter vers l'édification d'un monde moins heurté et plus juste. Pour cela, le monde ne peut rester inaudible face aux voix qui résonnent de toutes parts pour réclamer le changement de l'ordre international qui a été imposé par un petit groupe d'États aux intérêts tantôt convergents, tantôt divergents, il y a 8 décennies. Mesdames et Messieurs, comme vous le saviez, l'Union africaine a choisi pour thème l'année 2025 « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations ». C'est à la lumière de cette ardente soif de justice qu'il faut comprendre le combat actuel de l'Afrique pour les réparations. L'Afrique réclame la justice et son pendant, la réparation. L'Afrique réclame justice pour avoir été humainement pillée et humiliée à travers l'esclavagisation de ses fils et de ses filles pendant plus de 4 décennies. Plus de 20 millions d'Africains ont été arrachés à leurs familles et déportés vers les Amériques, où ils ont été mis en esclavage. Les âmes de ces millions d'hommes sont en attente de justice. L'Afrique réclame justice pour avoir été désorientée et profondément perturbée dans sa trajectoire historique par près d'un siècle de colonialisme. L'Afrique réclame justice pour avoir payé de son sang et de ses ressources la prospérité d'autres continents. L'Afrique réclame justice parce qu'en 80 et 90% de son patrimoine culturel se trouve aujourd'hui dans des musées à l'étranger. L'Afrique réclame justice parce que des restes humains africains demeurent entre les mains des étrangers en dehors du continent et en violation des lois sacrées de l'humanité. L'Afrique réclame justice parce que sa contribution significative à la victoire sur les ténèbres du fascisme au XXe siècle a été négligée lors de la fondation des Nations Unies où nous sommes aujourd'hui en 1945. L'Afrique réclame justice parce qu'elle a été exclue 80 ans des instances décisionnelles du monde. L'Afrique réclame justice parce que le Conseil de sécurité est assis sur le droit de ses peuples à une juste et équitable représentativité en son sein. Autrement dit, mesdames et messieurs, dear friends, Africa demands justice because its children continue to be victims of racism and humiliation around the world. Africa demands justice because, as has been said, there exists a unique and unprecedented moral debt toward African people, which has not yet been paid. Humanity has never been. L'humanité n'a jamais été
l'Afrique n'est pas tournée vers le passé. Nous n'invoquons pas la mémoire ici de l'esclavage et de la colonisation pour ressasser les douleurs du passé. Nous le faisons pour construire un avenir de justice et d'équité pour tous et pour toutes. Mesdames et messieurs, pour illustrer mes propos, je voudrais commencer à vous montrer une carte du monde. Regardez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, cette carte du monde. Une carte qu'on a tous étudiée à l'école. Cette carte-là. On l'appelle un planisphère. En langage technique, on l'appelle la projection de Mercator, du nom du cartographe que vous connaissez tous, Mercator. Et sur cette carte, vous voyez vous-même qu'on utilise tous, il y a un problème. Si vous ne voyez pas le problème, je vais vous aider à comprendre ce problème en tant qu'Africain. À la vérité, la projection Mercator, héritée du XVIe siècle, réduit le continent africain d'environ moitié, tout en grossissant l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique s'étend sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois la superficie des États-Unis. Pourtant, sur nos cartes du monde, elle paraît à peine plus vaste. Avec une superficie de 30,3 millions de kilomètres carrés, y compris toutes les îles, elle couvre 20%, l'Afrique, couvre 20% de la superficie terrestre, 6% de la superficie globale, avec près de 1,4 milliard, voire bientôt 1,5 milliard d'habitants en 2025 ou 2030. Donc, elle représente environ 18% de la population mondiale. La taille de l'Afrique ici est minimisée intentionnellement. Elle est minuscule, de la même taille que le Groenland ou la Russie, et pourtant c'est faux. C'est faux. On pense que la taille réelle du continent, avec ses 54 pays, est plus grande que celle qui est représentée sur cette carte. À la vérité, l'Afrique seule peut contenir les États-Unis, la Russie, l'Inde, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, en soutien à l'Union africaine, le Togo appelle à corriger la représentation de l'Afrique sur la carte du monde. Avec la campagne que nous demandons aux Nations Unies de soutenir. Le nom de cette campagne, c'est Correct the Map. Il faut décoloniser la géographie. Il faut une nouvelle carte politique de l'Afrique. Ladies and gentlemen, you also understand. Mesdames et messieurs, vous comprenez aussi pourquoi au deuxième sommet sur l'Afrique et les Caraïbes, le 7 septembre à Addis Abeba en Éthiopie, l'Afrique et les Caraïbes ont réaffirmé leur détermination à mettre leur partenariat au service de la justice pour l'Afrique et les personnes descendantes africaines. Ils ont souligné qu'il était nécessaire de lancer une décennie pour la justice pour l'Afrique et les peuples d'ascendance africaine à l'Union africaine. Et je salue nos frères et sœurs dans les Caraïbes qui ont compris la signification de cette lutte. Vous avez compris qu'en nous dressant ensemble pour la cause des dédommagements, nous
avancerions plus efficacement. Cela aussi, c'est l'essence du panafricanisme, un panafricanisme pour la justice et pour la cause des dédommagements. Et c'est cette même soif de justice qui a poussé le Togo à présenter aux organes délibérants de l'Union africaine l'initiative qui a débouché sur la décision adoptée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation continentale le 16 février 2025, consistant à faire de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation des crimes contre l'humanité et crimes de génocide contre les peuples d'Afrique. Cette décision est un événement majeur pour l'Afrique et les peuples d'ascendance africaine. Car elle va contre la logique selon laquelle les descendants des auteurs de crimes dictent les termes du débat et nomment leurs crimes, plutôt que d'avoir les héritiers légitimes des peuples qui ont souffert de ces crimes dans leur chair, nommer les crimes. Les Nations Unies ne doivent pas rester indifférentes à la justice réparatrice, puisque les crimes et les injustices passées non réparés, où qu'ils soient, fournissent du carburant aux crises et conflits de notre temps et alimentent ceux à venir. Les crises actuelles se nourrissent des injustices du passé, non soldées, parce que les peuples ont la mémoire de leurs blessures. La réparation des crimes et des injustices du passé fait partie des recettes qu'il nous faut pour repacifier le monde et les relations entre les civilisations. L'Afrique, en tant que continent de résilience et d'espoir, incarne cette nécessité de justice réparatrice. La reconnaissance des injustices du passé, en particulier à travers des actions concrètes en faveur des réparations, constitue une étape indispensable pour établir une paix durable et une cohésion sociale. C'est pourquoi, du haut de cette tribune et avec gravité, je voudrais interpeller l'opinion publique universelle sur la nécessité d'avoir le courage d'affronter la question des réparations. Aujourd'hui, l'Afrique tient debout à la face du monde et réclame la réparation. Réclamer la réparation, ce n'est pas aller contre quelqu'un. Réclamer la réparation, c'est travailler pour nous-mêmes et pour le bonheur de l'humanité. Réparer les crimes du passé, c'est réparer l'histoire. Et réparer l'histoire, c'est lever les obstacles pour plus de justice et d'équité dans le monde. C'est démanteler les systèmes fondés sur l'exploitation qui continuent d'influencer et de structurer la vie de plusieurs peuples. C'est sauver le monde de l'oubli et perpétrer la mémoire des millions de personnes. C'est agir à la vérité au présent pour corriger les préjudices du passé. C'est libérer le monde de la discrimination et du racisme. C'est sortir du piège sans fin de l'exclusion et du déni de justice. Parmi les réparations que l'Afrique attend du monde, il y a, outre celle de la traite atlantique et de la colonisation, les réparations devant impliquer la reconfiguration des systèmes commerciaux mondiaux et des réformes économiques et financières globales, la restructuration de la dette, des réparations structurelles pour une juste et équitable représentativité dans les systèmes internationaux, dans les instances internationales. Les réparations que nous exigeons ici ne consistent pas seulement
à une compensation matérielle. Elles doivent aussi prendre la forme d'investissements durables dans l'éducation, dans les infrastructures, dans la santé, dans les sciences et la technologie, qui permettront à l'Afrique de rattraper le retard accumulé et de libérer pleinement son potentiel. Dans la résolution Pacte pour l'avenir, adoptée l'année dernière par les chefs d'État et de gouvernement représentant les peuples du monde ici à New York, nous avions ensemble souligné l'urgente nécessité de réformer le Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif et adapté au monde tel qu'il est aujourd'hui. Il nous faut passer à l'action. La réforme du Conseil de sécurité est une question de réparation d'un préjudice historique fait à l'Afrique et à d'autres peuples du monde. La réforme du Conseil de sécurité, avec l'octroi des sièges permanents à l'Afrique, est un impératif de dignité et de justice. La réforme des institutions multilatérales que réclament les peuples d'Afrique depuis des décennies et qui se fait avec insistance et plus ardemment en ces temps fortes perturbations mondiales doit donc être comprise comme une demande de réparation en compensation de la marginalisation de l'Afrique au sein des institutions multilatérales. Cet aspect de la réparation très spécifique et constituant l'une des composantes essentielles de la réparation globale que l'Afrique est en droit d'attendre du monde, mesdames et messieurs, sera au cœur du 9e congrès panafricain de Lomé, au Togo, sur le renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. J'invite toute la communauté internationale africaine et ses partenaires, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés prises de justice, à faire de ce rendez-vous un succès historique. Par la réparation, mesdames et messieurs, nous réussirons à renouveler la confiance des peuples dans les institutions multilatérales, en commençant ici, par les Nations Unies. La réparation nous permettra de nous projeter ensemble dans une humanité réconciliée avec elle-même, rendre justice aux peuples meurtris par des crimes et des injustices historiques, c'est contribuer à réparer le monde au grand bonheur de tous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'Afrique, à la vérité, a été laissée de côté au cours des 80 dernières années dans la gouvernance mondiale. Il est grand temps de réparer cette injustice. Très rarement, l'histoire offre des occasions aussi propices comme celle qu'elle nous offre aujourd'hui pour changer la marche du monde. Après tant d'injustices historiques contre l'Afrique, le moment est venu de les réparer dans la perspective d'une éthique de la repentance et de la reconstruction d'une nouvelle relationnalité. Ce combat que nous menons, mesdames et messieurs, n'est pas un combat africain. Il s'agit d'un combat pour l'humanité. Un combat pour que jamais plus, les injustices du passé ne dictent les inégalités du présent. C'est pourquoi nous demandons aux Nations Unies, à son tour et pour sa propre crédibilité, de qualifier la traite transatlantique, la colonisation, l'esclavage, la déportation comme non seulement des crimes contre l'humanité, mais et surtout des génocides contre des peuples d'Afrique. Oui, c'est un génocide
un génocide, et je vous remercie. Muchas gracias al ministro de Relaciones. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Togo. Nous venons d'entendre la dernière intervention faite au titre du